Alors donc, je me présente. Moi donc c'est Virginie. Comme l'a dit Eric, je vais revisiter avec vous un petit peu dans ce moment qui nous réunit, eh bien, qui est le jeune adolescent derrière le sportif, ce qui anime ses relations avec son entraîneur et puis ce qui l'anime lui au sein de la pratique de son sport. Donc on va revisiter un petit peu les questions de la motivation, de la confiance en soi, de l'estime de soi, la place des erreurs, des ratages et la place de l'échec. Et donc ensuite, Lison interviendra plus spécifiquement sur et autour des questions des émotions. Alors, en effet, aujourd'hui, on considère que le mental est aussi un muscle qu'il faut entraîner, tout comme on entraîne son physique à l'effort. Alors pour cela, on parlera de la psyché, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes qui constituent le psychisme de l'individu. Et l'individu dont on va parler et dont il s'agit ici aujourd'hui, eh bien, c'est le jeune sportif ou encore et aussi le jeune adolescent. Alors, en quelques mots, et pour commencer sur ce qui définit et pour faire court notre jeune adolescent, alors pour ceux qui sont parents ici d'adolescents, ce ne sera pas une grande surprise que d'entendre que nous cohabitons avec des individus mi-humains, mi-extraterrestres. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, eh bien, ça leur permettra d'anticiper sereinement par la suite ce qu'ils pourraient être amenés à découvrir. Alors ainsi, nous, parents, avons donné la vie à un joli bébé qui tendait à nous satisfaire sur tous les plans, pour nous retrouver une bonne dizaine d'années plus tard face à une bombe atomique prête à exploser. À tout moment, évidemment. Alors un adolescent, selon les neuroscientifiques, cette période en fait nommée l'adolescence commence à l'âge prépubère pour s'achever à peu près vers l'âge de 25 ans. Alors en neurosciences, on arrive à l'hypothèse où l'âge de 25 ans, c'est l'âge où le cortex préfrontal qui en théorie arrive à maturité. Le cortex préfrontal, c'est le cortex qui gère la cognition, les facultés cognitives dites supérieures comme le langage, la mémoire et plus généralement les fonctions exécutives. Donc c'est très spécifiquement la période où l'adolescent serait aussi notamment guidé par son système limbique ou encore appelé le cerveau limbique ou bien le cerveau émotionnel. Ce qui explique en fait que c'est une période où quand on rencontre des difficultés dans les apprentissages, c'est aussi parce que l'influence du cerveau limbique ou émotionnel prend le dessus sur toutes les capacités de raisonnement et les capacités purement cognitives. Donc concrètement et sur un plan neuroscientifique, l'adolescent est un être en construction et il en va de même sur le plan psychologique. Pendant cette période, on parlera d'adultes en devenir et d'enfants en revenir. Alors pour lui, c'est une période de deuil nécessaire, deuil de l'enfant qu'il était, angoisse quant au monde des adultes auxquels il souhaite appartenir tout en ne sachant pas encore précisément par quel chemin passer. Donc notre rôle en fait face à cet adolescent qui vit des bouleversements intenses sur le plan neuronal, hormonal, physique et psychologique, eh bien, c'est de l'accompagner au mieux avec la plus juste attitude. Alors on a vu que ces émotions prévalent sur la cognition, donc une partie de lui reste l'enfant qui a besoin d'attention soutenue, de règles, de limites, tandis que l'autre partie tend à vouloir exploser absolument tous les cadres pour pouvoir prendre son autonomie. Alors c'est par le dialogue et c'est par la bonne communication qu'il convient de les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs. Alors dialoguer est un mot important. Ce n'est pas l'art d'opposer argument contre argument. Dialoguer de façon réussie, c'est produire un diagnostic qui intègre tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle chacun se retrouve. C'est écouter et ne pas seulement entendre. Alors engager le dialogue avec un jeune sportif, c'est commencer, à mon sens, par s'assurer, en parlant d'objectifs, que pratiquer le sport dans lequel il semble avoir choisi d'évoluer relève bien de son désir et non pas du désir du parent.
Donc ouvrir le dialogue sur ce qu'il aime dans la pratique de ce sport, sa satisfaction personnelle à le pratiquer et à y participer, afin de valider auprès de chacun d'eux la motivation à s'engager dans son projet. C'est probablement un temps d'échange nécessaire à programmer en début de saison, par exemple, auprès de chacun d'entre eux. Et c'est aussi un temps important puisque c'est un temps qui permet de former une alliance entre l'entraîneur et le joueur. Le rôle des parents, lui, est bien celui de s'attacher à accompagner, à soutenir et à protéger son enfant. En revanche, en aucun cas, ils ne doivent se transformer en coach et ne juger leur enfant uniquement sur ses performances sportives, qui pouvant d'ailleurs souvent fluctuent, les performances, et ne le juger que sur ses performances, eh bien, ça serait abîmer l'estime qu'il a de lui-même et créer de l'anxiété par anticipation, notamment à l'approche des matchs. L'entraîneur peut alors, à mon sens, s'autoriser à ouvrir le dialogue avec les parents s'il les sent trop impliqués dans les résultats de l'enfant et qu'il note aussi une modification de son comportement pendant les matchs à enjeu. Pour ce qui est des entraîneurs, il est aussi évident qu'ils doivent respecter et accepter que l'enfant ait une vie interpersonnelle riche et variée, qui ne se résume pas à la pratique du sport. Et accepter que le joueur, dans cette période d'exploration et d'expérience dont il a besoin pour bien grandir, puisse diversifier ses centres d'intérêt nécessaires à son équilibre. Qu'il s'agisse des temps de famille ou tout autre événement ponctuel qui le motiverait par exemple à louper un entraînement, il serait inutile et contre-productif de lui en tenir rigueur en lui exprimant votre mécontentement. Devenir un bon joueur nécessite un bon équilibre émotionnel et cultiver ses relations interpersonnelles y contribue grandement. Sans compter que pour les joueurs d'ailleurs vivant encore chez leurs parents, les parents font aussi parfois preuve d'autorité pour décider de la pertinence à laisser ou pas participer son enfant à un match ou à un entraînement. Et là encore, il s'agit de dialoguer avec le parent et de ne pas en faire porter la charge et la responsabilité au jeune ou à l'enfant. Et ne pas systématiquement tout rapporter à un présupposé manque de motivation de la part du jeune, puisque c'est maintenant ce dont je vais parler avec vous, c'est-à-dire la motivation. Alors la motivation, parlons-en. En sport, la motivation à la réussite n'est pas simplement une pulsion qui se développe et qui s'apprend. Motivation vient du mot latin movitus, mobile, qui suggère l'idée de mouvement. Le désir de se mouvoir est donc l'essence même de la motivation. Alors, cette notion de motivation figure dans les travaux classiques du psychologue Abraham Maslow et est connue sous le nom de pyramide de Maslow. La notion de motivation repose sur la hiérarchie des besoins, c'est-à-dire la satisfaction des besoins que l'on appelle inférieurs. C'est très simple, c'est le besoin de sécurité, le besoin de manger, de boire, avant de satisfaire les besoins supérieurs. Donc les besoins supérieurs, c'est le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'estime de soi, le besoin de l'estime des autres, le besoin d'accomplissement personnel qui ici est satisfait grâce au sport. Cette hiérarchie est intéressante car elle prouve qu'il est très difficile de se concentrer sur un besoin supérieur, tel que l'estime ou l'accomplissement personnel, lorsqu'on a faim, soif ou que l'on se sent en danger. Alors évidemment, ça peut paraître évident, mais ça explique aussi les difficultés de certains enfants dans les apprentissages lorsqu'ils vivent des situations familiales ou des situations scolaires dans lesquelles ils ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, pour parler de la motivation, on peut aussi se référer aux travaux du psychologue John William Atkinson qui travaillait sur justement le besoin supérieur d'accomplissement et de réussite. Alors, il met en exergue deux grands concepts psychologiques qui sont la compréhension de la motivation intrinsèque chez le joueur et de celui de la motivation externe ou extrinsèque. Pour démontrer ensuite que lorsque ces deux canaux de motivation ne sont pas nourris, il en résulte une forme d'impuissance apprise qui désigne la peur de l'échec et se manifeste par de l'anxiété. Alors la motivation intrinsèque tout d'abord. La motivation intrinsèque signifie que l'on pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction qu'on en retire. Le jeune sportif est intrinsèquement motivé lorsqu'il effectue son activité volontairement, par intérêt pour l'activité elle-même,
et qu'elle est issue en fait du besoin du jeune de se sentir compétent et autodéterminé. En fait, c'est le plaisir interne et gratuit que ressent le jeune en apprenant. C'est le j'aime jouer, je suis content de moi et je le ressens à l'intérieur. Et elle est également aussi liée à l'estime de soi du joueur. La motivation externe ou extrinsèque, alors elle repose sur des comportements effectués pour des raisons dites instrumentales. Là, en fait, le jeune sportif est motivé de façon externe et ne pratique pas seulement l'activité pour cette dernière, mais pour en retirer quelque chose de plaisant. Donc elle est directement alimentée par les résultats. Donc ici, c'est le plaisir qu'a le jeune sportif, le plaisir qu'il ressent lorsqu'il est valorisé par son coach, par exemple, ou lorsque son équipe gagne et qu'il est valorisé par le public qui l'applaudit. Donc là, on est sur quelque chose lié au résultat. C'est la motivation extrinsèque ou la motivation externe. Voilà pourquoi soutenir son joueur et le féliciter, soutenir son équipe et la féliciter, ne peut que contribuer à alimenter ces deux canaux de motivation essentiels à son bien-être et à son désir de persévérer dans son sport. Lorsque le jeune sportif n'arrive plus à alimenter ces deux canaux, il commence à perdre pied et là à se démotiver, effectivement à se démotiver. C'est alors que l'on assiste à la manifestation de symptômes anxieux divers et variés, dont certains peuvent prendre la forme de blessures dites psychologiques, donc là on parlera de somatisation, et ces blessures psychologiques lui permettent évidemment d'éviter les matchs et les entraînements. Donc ça, j'imagine que vous en avez déjà tous entendu parler. On se retrouve alors face à un sportif débordé par ses émotions et par le schéma des ruminations ou pensées anxiogènes qui se mettent en place à ces moments-là. C'est le sentiment de « je suis nul et de toute façon, je n'y arriverai jamais ». Alors si l'on ne travaille pas à déconstruire ce schéma, et on verra comment avec Lison tout à l'heure, le jeune risque de glisser vers ce qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire une forme de résignation à ne pas se penser capable de faire et l'enferme systématiquement dans une spirale d'échecs à répétition. Donc pour prévenir ce type de scénario, il convient de revisiter les questions d'estime de soi, de confiance en soi et de rapport à l'échec. Alors l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la façon dont l'ado ou le jeune sportif se juge et se perçoit, qui va influer directement sur sa façon de prendre confiance en lui. La conquête de la confiance en soi commence par cette lutte contre ce que Freud, en psychanalyse, j'en parle quand même un tout petit peu, a nommé la détresse infantile. En fait, pour faire simple, si l'adolescent est désireux de partir à la découverte du monde, s'il devient ensuite un adulte confiant qui réussit à mettre en œuvre ses projets, c'est d'abord parce qu'il a eu la chance de trouver dans ses toutes premières années de vie ce qu'on appelle une certaine sécurité intérieure. Et la psychanalyse et la psychologie démontrent toute l'importance de ce processus. À la différence de l'estime de soi, qui renvoie au jugement que nous portons donc sur notre valeur, la confiance en soi engage notre rapport à l'action, notre capacité à y aller, comme on dit, notre capacité, malgré nos doutes, à nous risquer dans nos épreuves. Et pour trouver le courage de se risquer, il faut une certaine sécurité intérieure. La reconnaissance du parent est importante, mais ici, la reconnaissance de l'entraîneur est essentielle dans la façon dont l'ado se perçoit. Sans le soutien et la reconnaissance de son entraîneur, il lui est très difficile d'avoir confiance en lui. Et sans confiance en soi, il n'existe pas de plaisir d'apprendre, et sans plaisir d'apprendre, il n'existe pas de réussite possible. Alors il est fondamental pour un entraîneur de montrer par tous les moyens qu'il lui sera possible et confortable et de mettre en œuvre systématiquement ces moyens-là, de lui montrer à quel point en fait il croit en ses joueurs et surtout il croit en ses capacités d'apprentissage. Alors je vais illustrer avec vous en prenant un exemple concret à quel point le fait de croire aux capacités d'apprentissage de vos joueurs et de leur montrer évidemment constitue un véritable levier de performance pour le joueur. Alors pour illustrer ça, je vais vous parler d'une expérience qui a eu lieu dans les années 70 aux États-Unis,
menée par le psychologue Robert Rosenthal et son confrère Léonore Jacobson. Alors, ces deux compères font passer des tests d'intelligence à tous les enfants d'une école et ont gardé les résultats pour eux. Ils ont ensuite sélectionné au hasard 20% des élèves qu'ils ont présentés aux enseignants comme étant soi-disant les plus doués. À la fin de l'année, il est apparu que ces élèves avaient effectivement des résultats supérieurs à ceux des autres. Les chercheurs expliquent cela par le fait que si un enseignant pense qu'un enfant est doué pour les apprentissages, son attitude envers lui changera. L'enfant se sentira plus en confiance, plus motivé. Donc là, on repart sur la motivation externe avec le regard bienveillant de l'enseignant. Donc l'enfant travaillera plus et au final progressera mieux. Concrètement, l'expérience nous montre que lorsque l'on a une attente positive envers quelqu'un, on peut avoir une façon de le regarder, une façon de lui parler, une façon de communiquer indirectement cette attente qui peut finir par créer une réalité. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a une relation de hiérarchie comme on la retrouve dans l'entraîneur-entraîné. C'est ce qu'on appelle aussi la prophétie autoréalisatrice. Pour aller plus loin, un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle le constructionnisme social, c'est-à-dire une façon de penser que les effets sociaux, les effets interactionnels et plus largement un grand nombre d'effets psychologiques sont le fruit d'une création interactionnelle et communicationnelle entre les humains. Donc nous créons une partie de la réalité par nos récits, par nos discours, par la façon dont on voit et par la façon dont on raconte cette réalité. Donc dans le cadre des apprentissages du sport, croire et ajuster nos propos pour qu'ils valorisent les progrès de nos joueurs les aide concrètement à évoluer dans leurs aptitudes. Alors, quelques pistes de réflexion que vous connaissez ici probablement tous, mais que l'on va réévoquer ensemble pour adopter au mieux les bonnes aptitudes et les bonnes attitudes face à nos joueurs. Alors moi, j'en ai noté quelques-unes. Éviter de se moquer et d'humilier les joueurs lorsqu'ils se trompent. Donc là, on risque d'abîmer directement l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Créer une ambiance de travail agréable et des défis attrayants où les commentaires positifs dominent. Donc ça permet de renforcer la motivation externe et la motivation interne des joueurs. Accepter que vos joueurs ne soient pas parfaits mais capables de progresser. Donc là, on est dans la confiance dans les aptitudes. Accepter que certains soient plus lents et respecter les rythmes de progression de chacun. Donc ça, évidemment, c'est aussi du bon sens. Et accepter aussi qu'il ne suffise pas d'expliquer les choses une fois pour que les joueurs fassent exactement ce qu'on leur demande. Parfois, il est préférable aussi de montrer soi-même ce que l'on souhaite qu'ils réalisent et qu'un certain temps d'entraînement soit nécessaire pour qu'ils maîtrisent l'information reçue. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve pile dans cette fameuse période d'adolescence où j'ai montré tout à l'heure, ou plutôt les neuroscientifiques tentent à démontrer que le cortex préfrontal, donc qui gère les apprentissages et qui gère le cognitif, n'est pas tout à fait terminé, qu'il se termine vers 25 ans. Et donc là, on a clairement affaire à des êtres qui fonctionnent aussi et principalement sous l'influence de leurs émotions. Donc, patience. Ensuite, rester réaliste sur ce que l'on peut et l'on doit demander aux joueurs. Donc ça, c'est souvent un point qui est un petit peu délicat. Et puis bien toujours les encourager à réessayer lorsqu'ils ratent. Donc là, c'est aussi la confiance dans leurs apprentissages. Apprécier et souligner les efforts des joueurs plus que les résultats obtenus. Donc là, on est directement sur la motivation de la tâche et non pas sur l'ego. Et le dernier point, le plus important, analyser les difficultés pendant le processus d'entraînement pour parvenir en fait à des conclusions productives. Les erreurs et les difficultés sont d'excellentes occasions de déterminer les aspects à travailler ou ce qui doit être modifié. Et là, c'est le dernier point sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est-à-dire la place de l'erreur, la place du ratage et la place des échecs dans l'apprentissage et la progression. Alors on dit que l'erreur ou l'échec est le propre de l'homme. Elle nous distingue des animaux qui sont davantage liés à l'instinct et participent à faire de nous donc des êtres pensants et en anticipation perpétuelle.
C'est l'erreur qui nous donne la possibilité de tester, d'apprendre, de comprendre, de rectifier, d'approfondir et d'inventer. Alors d'un point de vue neuronal et d'un point de vue neuroscientifique, comment apprend-on de nos erreurs ? Donc là, c'est vraiment l'hypothèse neuroscientifique que j'ai choisi de mettre en avant. Alors notre cerveau, dont on dit que l'une des fonctions principales est de prédire, donc prédire l'erreur, eh bien il l'a prédit juste avant que nous la fassions. Et ce qui agit dans notre cerveau lorsqu'il anticipe l'erreur, c'est exactement le même processus qui agit dans le mécanisme lié à la créativité. Le philosophe Charles Pépin a un regard bien particulier sur l'échec ou sur l'erreur. Lui, il dit « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi 1000 tentatives qui n'ont pas fonctionné ». L'erreur est en réalité fondamentale dans toute recherche scientifique et dans tout axe de progression. Lorsque le cerveau anticipe l'erreur, il envisage immédiatement un autre chemin pour rectifier sa trajectoire et ce faisant crée de nouvelles connexions neuronales. La créativité est complètement associée au rapport à l'erreur. Si bien que les scientifiques disent qu'un individu qui n'aurait jamais fait d'erreur n'aurait jamais développé aucun sens de la créativité. Donc le fait d'envisager de manière exploratoire d'autres voies possibles est complètement lié à l'anticipation de l'erreur qui arrive. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien que l'erreur peut mener à la réussite dès lors qu'elle est rectifiée. Plutôt que d'humilier, de sanctionner le joueur qui commet une erreur, prendre la peine d'expliquer qu'une erreur est normale, qu'elle est saine, qu'elle va conduire au progrès avec bien sûr de la discipline et de l'effort, qu'il pourra par la suite la transformer en réussite. Et que la réussite finalement n'est jamais qu'une somme d'erreurs rectifiées. Au lieu de ça, si nous disons tu t'es trompé, tu n'es pas capable, tu es nul, nous allons faire glisser une erreur normale et saine en un sentiment de dévalorisation individuelle. Et ce serait la pire façon d'envisager l'erreur, la pire façon de communiquer avec un joueur après un ratage. Gardons en mémoire que le progrès n'est donc qu'une suite d'erreurs rectifiées. On se trompe, on rectifie, on progresse. C'est le mouvement de rectification qui conduit au progrès. Charles Pépin, toujours lui, qui a écrit le fameux bouquin que je vous conseille d'ailleurs, Les vertus de l'échec, dit cette phrase qui est très belle. Le rapport à l'erreur allume des feux d'exploration créative. C'est une belle façon de reconsidérer notre rapport à l'échec. Donc bien garder en tête que les échecs, analysés, digérés, aident à la performance et à la créativité. Pour qu'un joueur fasse preuve de créativité et prenne des initiatives, il faut qu'il ose se risquer. Et pour oser se risquer, il faut lui accorder le droit à l'erreur et l'autoriser à se tromper. Donc c'est bien vous qui êtes là pour l'autoriser à se tromper. Ainsi, on le réconcilie avec sa confiance en lui, on apaise sa crainte à échouer et on rallume les feux d'exploration créatrice. Et surtout, et je pense à mon sens que c'est ce qu'il y a de plus important, on garde intact son plaisir à pratiquer son sport. Et là, on retrouve notre notion de motivation intrinsèque, le plaisir à pratiquer son sport. Alors pour terminer, une petite réflexion qui m'est très personnelle. Aujourd'hui, moi je constate que dans la presse et dans les médias, quels qu'ils soient, on prend souvent le sport pour illustrer les modèles de performance. Que ce soit dans le monde de l'entreprise ou même celui de la politique, nombreux sont les dirigeants qui s'inspirent du modèle sportif. Donc en ça, on peut en être très fier. Mais je voulais vous dire à vous, entraîneurs, que le sport doit être avant tout, et grâce à vous, pour nos adolescents, une aventure humaine, riche et passionnante. Et pour certains d'entre eux, et pour un grand nombre de sportifs aussi porteurs de handicap, le sport est également un formidable outil de résilience. Dans sa pratique, son exigence, ses valeurs, il permet à certains d'être aussi bien plus qu'un simple jeu. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Donc je vous remercie pour ça et je vous remercie tous pour votre attention.
Maintenant, on va procéder aux questions. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez bien les poser. Et derrière, Virginie va réintervenir par rapport à vos questions et essayer d'y répondre le mieux possible. Qui veut se lancer? C'est toujours très dur. Hein. La première. Alors souvent, celui qui pose une question, en fait, il répond à toutes les autres personnes qui n'osent pas poser la question. Hein. Donc soyez à l'aise, il n'y a que des questions intelligentes. Je crois qu'elle vient de dire qu'il faut oser. Enfin, il me semble que... Oui, moi, je voudrais savoir comment faire que chacun reste à sa place. Parce que vous avez parlé de la place des parents, de la place de l'entraîneur, de la place du joueur. Et moi, je suis dirigeante. Et on a souvent le problème de parents qui veulent intervenir sur le terrain de plus en plus. Et c'est compliqué, donc on leur explique. Mais alors, quand vous dites intervenir sur le terrain, c'est intervenir physiquement sur le terrain? Physiquement, oui, ou par des paroles, mais physiquement, oui, il peut venir sur le terrain pour dire que l'entraîneur ne fait pas bien son travail ou que critiquer l'entraîneur devant l'enfant. Donc votre question finalement, c'est comment rentrer en bonne communication avec le parent pour lui expliquer un petit peu ce qui est le mieux pour son enfant, c'est-à-dire rester un petit peu en retrait, donc toujours dans son rôle soutenant et vigilant par rapport à la santé évidemment de son enfant, sans pour autant complètement investir cette sphère qui fait partie de son monde, de son intimité, donc de ne pas trop investir cette sphère-là et éviter d'être trop souvent en interaction avec ou interférer avec les entraîneurs, les coachs ou les arbitres. Tout à fait. C'est le sens de votre C'est exactement question. ça. Oui, okay. oui, tout à fait. Donc ça, généralement, là, je pense que Lison, tu peux aussi répondre si tu as quelque chose à compléter à ton propos, mais c'est peut-être un dialogue à avoir en début de saison, lors des réunions d'information, effectivement, avec les parents. Qui eux de toute façon ont toujours à cœur de bien faire et de faire au mieux pour leur enfant, mais peut-être que les informer que faire au mieux pour leur enfant, c'est peut-être tenir compte aussi de certaines de ces règles que vous professionnels mettez en place spécifiquement pour que l'enfant, le joueur, se sente bien dans son sport, et que parmi ces règles-là, eh bien, il y a celles que vous, le club, proposez aux parents de suivre. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. Et on en est à ne plus accepter que les parents soient présents pour les entraînements parce que, justement, l'enfant se retourne vers le parent au lieu de se retourner vers le coach. Alors ça, après, on peut discuter de cette question-là, parce que la présence, il faut bien comprendre que quelque part, le parent, lui... il est soutenant pour son jeune adolescent, et vous avez quand même des jeunes adolescents, des jeunes sportifs qui apprécient d'avoir leurs parents dans les tribunes. Donc là, il faudrait regarder les choses de façon individuelle, mais collectivement, c'est généralement une bonne chose pour l'enfant de se sentir soutenu par son parent. En revanche, se sentir soutenu par son parent, c'est pas se sentir jugé par son parent. Donc là, quand vous me dites il y a un regard qui se tourne pour vérifier, là on est plus dans la crainte du jugement du parent. Donc c'est vrai que c'est autre chose. Interdire, après, libre à vous, hein, chaque club fonctionne un petit peu à sa façon, mais de ce que je sais et de ce que, pour en avoir discuté avec d'autres confrères, après, certains clubs ajustent les choses justement en début de saison. C'est-à-dire que c'est vraiment là où le dialogue, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'idée d'écouter les désirs ou les demandes de chacun, et puis arriver un petit peu à satisfaire les besoins de chacun, sans perdre de vue que ce qui est important au milieu de tout ça, c'est l'adolescent, l'enfant sportif. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Voilà. Donc, c'est vraiment un dialogue à ouvrir avec les parents en début de saison. Et puis, ne pas hésiter aussi à fixer quelques règles. Hein, quand on a des parents qui débordent trop et qui, eux, n'arrivent plus à gérer leurs émotions, si l'entraîneur se rend compte que c'est limitant pour son joueur, que ça devient limitant parce que ça génère du stress, de l'anxiété, que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les comportements en match s'en ressentent, là, il y a peut-être quelque chose, effectivement, à aller chercher dans le dialogue avec le parent. Lisan, tu en penses quoi, toi? Je suis d'accord, mais je pense que vraiment la clé, c'est de proposer une place aux parents plutôt que de les mettre dehors. Alors sans dire que c'est ce que vous proposez, hein, mais je pense qu'il faut être attentif aussi à ça, parce qu'il faut faire attention de ne pas annuler non plus la place de parents.
parce que c'est ce qu'on entend souvent de la part des parents. Alors, j'entends vos discours d'entraîneurs parce que c'est très régulier. Pour avoir aussi le discours des parents, il y en a qui se sentent mis complètement à l'écart. Et puis, oui, on sert de nous pour faire les déplacements, on est bien là pour faire les gâteaux, pour organiser tout ça. Et puis, par contre, quand il s'agit d'être présent et d'être acteur du projet, là, on nous met dehors et on n'a rien le droit de dire. Donc, je pense que l'idée, moi, je suis d'accord, je pense qu'on peut totalement proposer une réunion de début de saison. Oui. En proposant un cadre, parce que c'est vous qui êtes garant du cadre. Hein. Par contre, on est dans le cadre sportif, donc à la maison, c'est les garants du cadre. Dans le sport, je pense que c'est bien que ce soit vous. Mais je pense que c'est bien de leur proposer une place, sans leur dire, de la même manière que les enfants, si on met trop de cadres, c'est là où les parents vont avoir envie de déborder, si on leur met trop d'interdits. Je pense qu'on peut trouver des compromis. À mon avis, les compromis, c'est un peu les solutions à pas mal de choses, mais en demandant leurs besoins à eux aussi, en tant que parents, je comprends bien que vous avez envie d'être là. Et aussi ouvrir une discussion sur comment ils pourraient être leviers de la performance eux aussi. Donc ça vient sur toutes les limites, parce que vous êtes levier de la performance pour plein de choses, mais les parents aussi. À certains endroits, on fait des ateliers pour les parents. Moi, j'en anime. Et on ouvre les discussions sur ça, et il y a pas mal de parents qui se questionnent sur mais nous finalement, elle est où notre place? Comment je peux aider mon fils ou ma fille à devenir meilleur? Alors on nuance un peu ça. Est-ce que c'est votre place? Est-ce que c'est votre place de donner des conseils basket, même si vous connaissez très bien le basket, parce que derrière il y a un autre discours, et ça peut mettre l'enfant en difficulté quand il a 2 consignes pour améliorer son tir par exemple. Et puis les parents des fois stressent un peu, ils pensent que c'est bien d'en parler, parler du match dans la voiture, mais ils pensent bien faire. Non mais ils pensent bien faire, c'est aussi ce qu'il faut. Ah non, mais ça on est d'accord. Oui, ouais, voilà, donc c'est peut-être les guider un petit peu. À chaque fois qu'on fait des ateliers parents, dans tous les endroits, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, il y a beaucoup de questionnements et ils sont prêts à se remettre en question. De toute façon, ceux qui viennent, c'est qu'ils sont prêts à se remettre en question, de toute façon. Et il y a les discussions sont très productives parce que tout le monde cherche à s'améliorer, donc. Souvent, il y a de la peur derrière tout ça. Derrière un parent qui surinvestit son enfant comme ça, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a un peu de projection aussi. Donc c'est vraiment des choses qui s'expriment parfois mal ou parfois pas comme elles devraient s'exprimer dans le cadre justement qui est celui du basket et le cadre qui est posé par l'entraîneur, mais finalement écouter ses craintes ou écouter ce qu'il y a derrière ses revendications, la peur qui se cache derrière ce que le parent formule à l'entraîneur. Quand on arrive un petit peu à sentir ou à définir ce qui est en train de se jouer, on le déconstruit tranquillement avec le parent, en fait on l'apaise, et bien souvent le parent, lui qui veut le mieux pour son enfant, de toute façon est réceptif et modifie de lui-même son comportement. Merci. D'autres questions? Là, par rapport à tout ce que vous exposez, par rapport à la complexité de ce triangle-là, encadrant, parents, est-ce que vous avez des leviers, des solutions ou des conseils? Parce qu'on se rend compte que les enfants, c'est pas simple pour eux parce qu'ils sont dans une tranche d'âge complexe. Vous venez de l'évoquer, la complexité des parents, savoir aussi parfois rester à sa place. Mais je me rends compte aussi que on est en train de demander à des entraîneurs qui ne sont pas forcément tout le temps avec un bagage d'expérience fourni. On demande de plus en plus de choses aux entraîneurs, sans parler de la prépa physique, etc. Mais quelles seraient les idées pour que justement les coachs puissent avoir quelques armes dans leur poche pour essayer de ne pas se retrouver dans des situations où ça peut être un petit peu soit trop tard ou alors justement, comme vous dites, que chacun soit un levier pour la performance. Quelles seraient les idées ou les formations ou les tuyaux que vous pouvez donner à des jeunes coachs? Parce que moi, je baigne dedans et je vois aussi des jeunes coachs qui sont aussi pas forcément là. C'est un choix, mais est-ce qu'ils sont à la bonne place avec la bonne catégorie d'enfants? J'ai pas la sensation que tous les coachs soient armés aussi naturellement. Parce que même des coachs d'expérience, des fois aujourd'hui, le jeune public n'est plus le même qu'il était auparavant. Et il y a des problématiques aujourd'hui d'adolescence liées pour moi, je trouve, la consommation du basket qui est différente il y a quelques années. Et je trouve que dans nos formations de coach, peut-être qu'il y aura des voies à ouvrir dans ce sens-là.
je ne sais pas un petit peu comment vous... Ben, je crois que vous avez répondu vous-même en fait à la question, c'est-à-dire qu'au sein de vos formations de coach, eh bien, il y a des voies et des possibilités. De toute façon, il y a, à mon sens, il y a plusieurs choses. Il faut aussi vous faire confiance, vous, faire confiance à vos capacités, vos aptitudes, votre intuition aussi, votre expérience. Et puis après, effectivement, si on veut aller un petit peu plus loin, je pense que ça peut passer par la formation, tout à fait. Mais c'est vrai qu'avant tout, n'oubliez pas que nous sommes des humains en interaction les uns avec les autres, et que qui vous êtes, ce que vous avez à apporter, votre expérience, votre bagage, sans que ce soit forcément quelque chose de très pointu. Déjà, vos intuitions, vos propres ressources, votre propre vécu aussi, un petit peu, si vous avez été... C'est sûr que c'est plus facile je pense, c'est plus facile pour un coach qui est parent, de tranches d'âge similaires à celles qui sont entraînées. Moi, je vois des parents avoir des jugements sur les entraîneurs. Mais est-ce qu'un entraîneur qui n'a pas d'enfants peut, comme un entraîneur qui a des enfants, il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a des fois des comportements d'enfants qui seront peut-être un peu plus désamorcés par un coach parent que par un coach plus jeune, parce qu'il n'y a pas cette anticipation à la boulette, il n'y a pas cette anticipation à... C'est vrai qu'il y a des fois, je me... Ou pas. Parce que si on prend l'exemple de l'éducation nationale, par exemple, tous les enseignants, tous les professeurs ne sont pas nécessairement encore parents, et pourtant ils ont la capacité d'enseigner à des jeunes enfants ou à des jeunes ados, ou même en fac à des jeunes adultes. Non, là je pense qu'on est aussi sur la formation. Faire évoluer un petit peu les formations et les adapter à ce qui se joue aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du numérique, à l'ère de plein de choses comme ça ont changé quand même ces 10 dernières années. Donc voilà, peut-être réajuster un peu les formations, mais je crois que c'est vraiment la volonté des organismes. C'est un peu le fondement du projet actuel avec les intervenants, même dans les autres domaines qui seront le physique, le médical, la technique. On a quand même ciblé certains manques, entre guillemets, c'est pas péjoratif par rapport aux formations fédérales. Et il y a des besoins au niveau des entraîneurs, des dirigeants, des parents. Il y a des parents qui sont demandeurs aussi, mais on leur propose rien. Donc nous, on va essayer justement de proposer des choses. On pourra aller dans les clubs, on pourra aller dans les comités, on pourra aller dans les ligues. Ça sera à la demande des gens. Voilà, c'est clair. Donc là, pour le moment, on essuie les plâtres ce matin, mais on a mis le doigt là-dessus. Merci Eric. Je rebondis un petit peu sur ce que Eric dit et vos propositions, quelque part. Alors, moi, je fais un constat depuis des années, parce que ça fait très, très, très longtemps que j'entraîne. On n'est pas rapide. Ce qui est, je pense, alors moi, clairement, ça fait plus de 30 ans que j'entraîne. Les problématiques exposées aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, on avait les mêmes problèmes il y a 30 ans. C'est un mal, alors peut-être français, mais peut-être d'autres, mais on va déjà balayer devant notre porte. Ces problèmes-là de comportement, de liaison entre les gens, souvent on l'entend, mais c'est pas formalisé dans les formations. On est là pour notre plaisir. C'est pas vrai. Il y en a qui sont là pour leur plaisir, il y en a qui sont là pour leur future carrière, il y en a qui sont là pour l'estime de soi, il y en a qui sont là pour faire du sport, une dépense physique, pas plus, il y en a qui sont pour rencontrer des amis, il y en a... Et le problème qui est de multi-objectifs dans la même équipe où on devrait tous ramer dans le même sens, c'est ça un objectif commun, on s'aperçoit que bizarrement c'est dans la difficulté que les choses elles sortent, les masques tombent, et que je suis un peu en colère au fond de moi par rapport à la fédération qui a manqué complètement d'anticipation. Il n'y a pas une formation avant le brevet d'État, je peux en parler, je suis brevet d'État, où on a abordé un tout petit peu la psychologie. Pas une, c'est-à-dire qu'on sait que le jeune entraîneur commence au point zéro de sa formation, qui va être confronté à un jeune public, donc avec des parents. Enfin, on pousse dans la gueule du loup très très vite. Toutes les associations mettent les jeunes entraîneurs sur les petits, souvent. Ça a été une grave erreur. Les associations, les clubs commencent à changer leur optique, Dieu merci. Mais par contre, j'invite clairement, et j'en profite qu'Éric, que ça ne doit pas être sporadique, ça doit être institutionnalisé dans les formations. Il faut qu'il y ait une approche pour protéger
l'enfant, l'éducateur, l'arbitre, le président, le club, bref, notre sport. Souvent, moi j'ai entendu, on n'est pas au foot, on fait attention. Les instances, elles tombent sur les gens qui foutent le pied à côté au basket, sévèrement, et l'exemple c'est, on ne veut pas faire comme le foot. C'est bien qu'on a ciblé qu'il y a un problème, mais derrière, c'est vide, c'est l'outil, c'est que de l'intention. Et je pense qu'il faut que ça aille plus vite, plus loin, et que dans ces formations-là, on donne des outils, des vrais outils. Comment on formalise, à quel moment on pense que le parent, par exemple, pour prendre l'exemple qui a été cité avant, dépasse les limites. C'est le dirigeant, c'est l'entraîneur qui le fixe. C'est qui? L'entraîneur, il n'était pas pris pour gérer les parents. Hein. Il était fait pour faire la pratique aux enfants. Il me semble. Hein. Donc, voilà, moi je pense qu'à un moment, il y a plus qu'une réflexion. Alors, c'est bien que la Ligue se soit penchée dessus maintenant. Et j'invite à tous ceux à y réfléchir qu'on a méchamment un demi-siècle de retard et qu'on a fait beaucoup de victimes en route. On n'a pas appris de nos erreurs. Nous, je pense. Juste une remarque, là. Il faut savoir que la Fédé quand même a identifié ces soucis, ces problèmes de manquement, enfin on va être pas trop dur, des petits manques au niveau de la formation. Il y a notamment Pierre-Olivier Croizat qui au niveau de la Fédé travaille là-dessus, sur les nouveaux schémas de formation des entraîneurs et des cadres. Donc je ne rentrerai pas dans le débat de dire c'est trop tard ou pas, il faut y aller maintenant. Et donc si on est là, c'est que justement nous aussi on a identifié des choses, et si la Ligue a accepté un partenariat avec notre groupe d'intervenants, c'est que justement on a pensé à certaines choses, et que moi j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des intervenants de qualité. Parce que quand vous verrez dans les autres interventions, c'est pareil. Il y aura sur le physique, il y aura des intervenants très hauts, et sur le technique aussi. D'accord ? Donc oui, on en a pris conscience. Après, ce que disent Virginie et Lison, c'est des choses qu'on rencontre dans tous les clubs. Et donc c'est pour ça qu'on est à votre disposition. D'autres questions ? Vous avez dit qu'il fallait accepter l'erreur pour progresser, mais jusqu'à quel niveau? C'est intéressant. Quand vous dites il faut accepter l'erreur pour progresser, mais jusqu'à quel niveau? Parce que est-ce que dans l'idée pour vous, ce serait qu'il y a un certain niveau auquel finalement on n'accepte pas de réfléchir à l'erreur ou de réfléchir à lui laisser une place? C'est quoi exactement ce que vous voudriez dire? Je pense qu'il y a souvent des erreurs qui sont faites par peut-être des comportements externes, ou par exemple un enfant qui écoute pas plusieurs fois les consignes et qui va se tromper systématiquement. Donc du coup vous dites accepter l'erreur, mais je pense que là c'est une des limites. Là en fait, là c'est pas l'erreur, là c'est accepter le fait qu'il n'écoute pas la consigne. Même la conséquence reste l'erreur, mais la cause initiale de départ, en fait, c'est pourquoi est-ce que cet enfant-là n'écoute pas? Qu'est-ce qui se passe? Où il en est dans son projet, dans sa motivation? Pourquoi il est là? Est-ce que c'est pour rigoler avec les copains? Est-ce que c'est parce que réellement il est intéressé par son sport? Qu'est-ce qui se passe? Après, ça fait aussi partie des questions de discipline, de règles, de cadre que vous, entraîneurs, devez bien poser. Hein. Mais là, pour moi, on n'est pas vraiment dans ce que je voulais dire, ou dans ce que j'amenais à réfléchir autour de l'erreur ou de l'échec. Hein, là, si vous me dites il n'écoute pas, donc après il fait n'importe quoi, bon bah là effectivement, si à la base il n'est pas investi pour l'apprentissage, là je pense qu'on est sur autre chose. C'était pas une question par rapport au niveau de pratique? C'est-à-dire faire une différence entre le niveau, je sais pas moi, départemental ou le haut niveau? Non, pas Non, c'était pas ça, c'était les questions. D'accord. D'autres questions? Juste pour revenir, en fait là c'est pas l'erreur qu'on doit questionner ou qu'on doit venir sanctionner, c'est le comportement en amont. Là c'est vraiment là vous êtes dans votre job, hein, vous vous autorisez à poser le cadre et la limite, la limite de ce qui est acceptable quand on vient pour pratiquer un sport en termes de comportement. Ce qui fait partie des besoins des enfants, d'avoir un cadre. Les règles, les les limites. limites.
là-dessus, c'est que aujourd'hui dans les clubs de basket, on accueille aussi tout type d'enfants. Moi, j'ai développé plus le côté handicap du coup là avec ce qui soulève. C'est qu'aujourd'hui, on accueille des enfants lambda aussi, ordinaires et non ordinaires, avec peut-être leur pathologie. Tout ce qu'on peut qualifier d'enfants 10, ça me fait penser des enfants un peu hyperactifs que vous voyez débarquer et qui ont un manque d'attention continue, qui ont besoin de bouger tout le temps, ils voient ballon et court. C'est un peu là-dessus aussi, peut-être qu'en tant qu'entraîneur, vous êtes un peu pallié parce que ces enfants, à leur mettre trop de cadres, ça va exploser encore plus. Mais pourquoi lui, on l'autoriserait à bouger pendant qu'on donne une consigne alors que les autres, on leur demande d'écouter? Je pense qu'il y a tout ce volet-là aussi qu'on retrouve beaucoup dans les clubs et surtout dans les catégories peut-être plus petites. Que voilà, les enfants, les parents veulent que leurs enfants fassent comme tout le monde, découvrent un sport et sont inscrits dans des clubs de sport. Et en fait, à un moment donné, mon enfant, il n'est pas tout à fait comme les autres. Et comment, en tant que coach, on répond aussi à ces besoins d'enfants qu'on qualifie un peu de non ordinaires parce qu'ils ont besoin de bouger, parce qu'ils ont besoin de courir, parce que voilà, ils n'écoutent pas tout le temps, ils parlent tout le temps avec leurs copains, ils ne regardent pas le panier quand ils doivent shooter, ils partent dans l'autre sens. Voilà, il y a tout ce côté-là aussi qui, je pense, dans les clubs sont compliqués à venir aborder. Et qu'en tant que coach, voilà, il y a le cadre du comportement, mais il y a les enfants aussi comme ça, moi je trouve qu'on retrouve dans les clubs de plus en plus aujourd'hui. Et voilà, réussir un petit peu à accompagner tout ça. Et peut-être que voilà, c'est peut-être un jeune dont je sais pas qui est un peu comme ça, mais voilà, faire la différence aussi entre les enfants qui écoutent réellement pas et qui sont dans des comportements. Voilà, je cherche un peu à chercher les limites et des enfants qui ont peut-être d'autres problématiques sur lesquelles là il faut aller rencontrer les parents, discuter avec eux et qu'est-ce que nous en tant qu'entraîneurs on peut mettre en place pour ces enfants-là parce que partir au clash c'est bien pour personne et pour l'équipe et pour l'enfant, pour les parents, pour l'entraîneur. C'était juste un peu la partie de ça de dire qu'il n'y a peut-être pas que des enfants qui sont de ce côté-là. Là, ça rejoint ce que tu dis là par rapport au milieu du sport. Tu vas à nouveau le retrouver dans le milieu de l'éducation nationale. C'est-à-dire que maintenant, on commence à prendre en compte les différents aspects de la personnalité de l'enfant et les enfants dits à particularité. Et là, ça ramène à la notion de formation. De formation pour pouvoir bien accueillir. Parce que ce que monsieur disait tout à l'heure, là-bas, c'est qu'on est, je pense, en retard beaucoup là-dessus sur l'accompagnement de ces enfants-là qui on commence seulement à essayer de venir, à venir les comprendre, à savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir les... Mais le coach ne peut pas le deviner, c'est ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que le coach... Moi, je vois au quotidien, de par mon métier à côté et de quand je suis sur les terrains à côté, par moments c'est flagrant, quoi. Le coach il échappe une phrase, mais cet enfant, en continuant à lui parler comme ça, il continuera à être dans ces schémas moteurs, tout ça qui ne sont pas adaptés et pas juste, on va dire, pour le coach et du coup le regard de l'équipe qui impacte tout ça. C'est une globalité et qu'il ne faut pas oublier, je pense,